Si on ne sait pas exploiter au bon sens du terme, protéger, aimer les océans, est-ce que tout ça ne peut pas finir de manière un petit peu dérisoire? C'est-à-dire que Sully aurait tort en raison des océans. Enfin, j'espère que les choses ne se passeront pas comme on a pu le penser à un moment donné. Mais moi, je rage au quotidien quasiment de voir que nos gouvernements successifs, et depuis bien des années, n'ont pas cette vision maritime de la France. Et je ne comprends pas ça. On met en avant le fait que la France, c'est le deuxième pays au monde après les États-Unis par ses frontières maritimes, mais en fait, on est très métropolitaino-centré. Enfin, c'est pas très joli mon expression. Ça ne progresse pas. Ça a beaucoup de mal à progresser quand même, et on le voit. On en a des preuves, je dirais, à longueur de jour, parce qu'on parle beaucoup des façades maritimes métropolitaines, mais si vous interrogez quelqu'un sur les façades maritimes de la Polynésie, par exemple, ou même de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour citer quand même les deux extrêmes, beaucoup de gens ne sauraient pas quoi répondre, ne savent pas quoi répondre en fait. Et les Outre-mer sont vraiment vus comme les danseuses de la France et non pas comme l'opportunité qu'ils sont vraiment. Ces Outre-mer, c'est une chance pour la France. C'est une chance pour la France parce que ça lui donne son domaine maritime, mais aussi par la richesse que ça procure à la France du coup, et par le fait que du coup, l'Empire français ne s'éteint jamais, enfin ne dort jamais, parce qu'il y a toujours un œil éveillé quelque part sur la surface du globe, et quelque part, c'est français. Donc, pour moi, c'est... Je sais, justement, c'est important. Et je trouve que dans cette soirée, Bernard Covin a une idée géniale, c'est de dire, parlez de vos confidences. C'est la confidence de la mer, c'est les tripes. Et ça, moi, pour vous avoir entendu assez souvent, peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Les tripes, chez vous, c'est vraiment cette histoire-là. C'est-à-dire, les métropolitains ouvraient les yeux, quoi. Alors, ce n'est pas les métropolitains. En Outre-mer, tout le monde n'a pas l'esprit maritimisé. Il faut vraiment maritimiser les esprits au sens large du terme. Il y a des gens en métropole qui ont vraiment l'esprit marin, qui savent ce qu'est la mer, ce que la mer peut leur apporter. Il y a des gens en Outre-mer qui ne le savent pas. En fait, les deux collectivités les plus marines, je dirais, en tout cas les plus tournées vers la mer en Outre-mer, sont les Polynésiens, que je citais tout à l'heure, et Saint-Pierre-et-Miquelon, pour des raisons qui sont complètement différentes, mais on se retrouve malgré tout sur beaucoup de sujets, eux et nous, et c'est absolument passionnant. Et aux autres, il y a quand même, pour les autres, malgré tout, beaucoup d'agriculture. Il y a des zones qui sont extrêmement importantes, mais sur la terre, avant d'aller sur la mer. On parle de transmission. Demain, il y a énormément de lycéens, de collégiens, d'élèves. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, une fois de plus encore, avec le cœur, avec les tripes, voilà ce que nous, à Saint-Pierre, non pas de manière arrogante, mais voilà ce qu'on peut vous apprendre. En fait, vous avez un trésor à vos pieds. Oui, c'est vrai qu'on a un trésor à nos pieds, nous tous qui sommes sur le littoral, ou qui le souhaitent d'ailleurs. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un petit peu particulier. Moi, je suis particulièrement fière d'être de cet archipel, d'y être née d'ailleurs. Pour plusieurs raisons. Ça a été le centre du monde à un moment donné, où on a nourri une partie de ce monde avec la pêche à la morue. Malheureusement, on sait ce que ça a donné, parce que ça a été pêché de manière anarchique et de manière disproportionnée. Mais il n'empêche que ça a été ça. Moi, j'ai eu les pieds dans l'eau, j'étais toute petite, et j'ai continué à vouloir promouvoir la mer, à vouloir apprendre, parce qu'on est quand même tout petit par rapport à l'océan en général. Donc il faut plus de recherche, il faut mieux connaître les espèces, mieux connaître ce qu'elles peuvent nous procurer. Donc il y a déjà ce volet-là. Il y a un respect pour la mer aussi qu'il faut avoir systématiquement, et où qu'on soit.
qu'on soit dans les Alpes ou qu'on soit dans le Cotentin ou qu'on soit en Guyane ou en Polynésie, il faut un immense respect pour la mer, pour ce qu'elle est en capacité de nous donner, de nous apporter. Il ne faut pas oublier que et ça c'est avec Christian Buchet, on en a déjà beaucoup parlé, celui qui tient les routes maritimes tient le commerce. Donc c'est une multiplicité en fait de choses qui doivent faire qu'on doit être hyper respectueux pour la mer et avoir toujours cette pensée. Il ne faut pas polluer la mer pour ne pas polluer la terre. Il faut garder cette manne que l'on a là à portée de main et qui nous apporte parfois des tristesses. On le sait avec les naufrages, ce sont des moments qui sont toujours difficiles à vivre. Mais il y a un tel potentiel dans cette mer qu'il faut apprendre à la connaître pour l'aimer. Votre combat, il est avant tout si j'ai bien compris, dans cette commission nationale de la mer et des littoraux, il est de convaincre des élus, mais également j'ai horreur de ce mot, mais des élites, qu'elles soient administratives, médiatiques. Vous y arrivez ? En tout cas, je n'aurai de cesse que de continuer à faire ce que je fais. On y arrive dans une certaine mesure. Après, on n'est jamais complètement satisfait parce qu'on voudrait que les gens réagissent tout de suite et notamment que nos dirigeants réagissent tout de suite et une vraie politique de la mer comme il faudrait en avoir une. Il faudrait que tous soient aussi respectueux. On voit les progrès, mais ça se fait un peu de manière anarchique aujourd'hui et on n'a pas de fil conducteur. On ne sait pas ce que ce gouvernement ou les précédents d'ailleurs ont voulu par rapport à la mer. Le seul, et on en parlait aussi dans la journée, qui pour moi avait une véritable vision de la mer et de son importance, c'était Louis Le Pinsec. Et je suppose qu'il l'a toujours encore aujourd'hui. Il a été le seul vrai ministre de la mer et des Outre-mer d'ailleurs, parce qu'il l'était aussi. Et c'était vraiment quelqu'un qui avait une vision globale et qui du coup aurait pu... Il nous faudrait en fait des Louis Le Pinsec dans chaque gouvernement que l'on a depuis très longtemps et je pense que la cause de la mer aurait évolué de manière différente de ce que l'on voit aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas, la question peut être un peu caricaturale, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger, enfin dans je suppose que vous voyez aussi souvent des jeunes à travers vos fonctions et vos missions, est-ce qu'il n'y a pas un danger à n'être que branché sur la protection des océans sans imaginer que c'est pas la peine on marche sur nos deux pieds et qu'on peut très bien développer et protéger? Ah, mais on peut développer et protéger, bien entendu. Et il n'y a pas d'incompatibilité, je dirais, entre l'exploitation, si elle est raisonnée et raisonnable, et le fait de protéger la mer. On peut travailler comme il faut. Mais pour ça, il faut mieux la connaître et il faut l'apprivoiser. C'est quelque chose qui peut paraître difficile, mais la mer, elle n'a pas besoin de nous, je dirais. C'est nous qui avons besoin d'elle. Donc il faut remettre les choses à leur place. Et à partir de ce moment-là, aller dans une action qui, du coup, va amener à la respecter tout en se servant de tout ce qu'elle nous offre aujourd'hui. Et elle a beaucoup de choses à nous offrir. Après, François, tout à l'heure, est-ce que pour vous aussi, dernière question, est-ce que la mer, c'est une source quotidienne d'un bonheur immense ? Oui, c'est une source quotidienne d'un bonheur immense. La mer, elle est partout autour de moi quand je suis à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mon regard n'est altéré par rien. Donc déjà, sauf quand il y a vraiment du brouillard et qu'il est très épais. Mais sinon, je vois la mer tout le temps. Et même Bernard, avec qui je discutais il n'y a pas très longtemps au téléphone quand on a préparé cette soirée, je lui disais, mais attends, je vois un dauphin qui passe devant et je le voyais qui sautait dans l'eau devant. Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas connu pour les mammifères marins qui passent dans ses eaux et pourtant ça fourmille pendant plusieurs mois de l'année. C'est une source de bonheur parce que ça nous permet de pratiquer la voile, ça nous permet pour nous une réelle liberté. Vous imaginez un confetti comme Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 250 km² pour toutes les îles.
Donc, à partir de ce moment-là, vous avez besoin de vous aérer, vous avez besoin d'aller voir ailleurs. Si on n'avait pas ce bateau, qui est vraiment un symbole de liberté chez nous, ça nous coincerait sur cette île et on en serait prisonnier. Or non, on peut domestiquer la mer, on y nage même si elle n'est pas très chaude, mais elle est comme sur les côtes de la Manche, on va dire. C'est à peu près ça. On ne parlera pas de degrés, hein, donc... Juste une impression générale. L'été, ça monte jusqu'à 18 degrés. Donc, vous vous rendez compte ? Quand même. Et donc, oui, pour moi, c'est vraiment une source de bonheur au quotidien. Et moi, j'ai tenu, en tant que maire de ma ville, à garder l'école de voile et à promouvoir l'école de voile de la commune de Saint-Pierre et à l'ouvrir à toutes les écoles, en fait, de l'archipel. Parce qu'il faut, comme je le disais avant, apprivoiser la mer. Et il faut que les enfants, du coup, la connaissent bien pour savoir s'en servir intelligemment après et se rendre compte de tout ce qu'elle peut nous apporter. Donc le travail, c'est un travail au quotidien. Et pour que ce soit un bonheur au quotidien, il faut que l'on s'y mette tous et que on ait des politiques un peu plus structurées, je dirais, au niveau de leur conception de la mer et de ce qu'elle peut apporter. Merci infiniment, Karine, et bon courage pour continuer à convaincre tous les politiques. Merci beaucoup. Un petit interlude.